Comment nourrir une planète dont la population ne cesse de croître, et cela dans un contexte de changement climatique omniprésent, alors que les ressources en eau se tarissent et que l'agriculture, vous le savez, est souvent pointée du doigt pour son impact sur la biodiversité et sur l'environnement. Notre invité, le patron d'INRAE, est sur la scène du Paris-Saclay Summit avec nous pour vous exposer sa vision de l'avenir. Merci d'applaudir Philippe Mauguin. Merci d'être avec nous. Vous êtes en compagnie de Géraldine Vosner, qui est journaliste au Point. Géraldine, je vous laisse la parole. Merci, et merci d'être avec nous et d'avoir quitté le salon de l'agriculture. Voilà, vous y faites le pied, vous y êtes en permanence depuis bientôt 8 jours. Depuis samedi, c'est ça. Voilà, depuis samedi. La crise agricole, justement, en Europe, en France, remet l'agriculture sur le devant de la scène. Si on se projette à l'échelle mondiale, on voit que les défis qui attendent les agriculteurs sont vertigineux. Il va falloir nourrir dans un contexte de bouleversement climatique, sans dévaster la planète, 9 à 10 milliards d'humains. Comment, vous, qui représentez quand même le premier organisme de recherche agronomique en Europe, vous voyez les choses ? C'est vrai qu'on est déjà bonsoir à toutes et tous et merci de l'invitation. Ça me sort non pas d'une apnée mais d'une longue séquence qui va reprendre demain au Salon de l'Agriculture où on a aussi ces débats-là en fait avec les visiteurs, le grand public et les agriculteurs. C'est vrai que si on se projette en 2050 avec les éléments que la plupart d'entre vous connaissez, c'est-à-dire on croise les projections du GIEC en matière de climat et les projections démographiques entre 9 et 10 milliards d'habitants sur la planète, un effet du dérèglement climatique qui revient quelque part à neutraliser pas loin de 10% des terres qui sont des terres arables au niveau mondial. Des terres, on va perdre. On en perd avec le progrès de la désertification. Il y a des terres qui se dégradent. Il y a aussi la progression des métropoles. Il faut accueillir, il faut loger les 9 à 10 milliards d'habitants de la planète. Tout ça, ça a plutôt tendance à grignoter des terres arables. Il y a une partie des terres qui ont été conquises sur la forêt. C'est pas non plus ce qu'on souhaite. Il faut limiter au maximum la déforestation, qui est un autre élément de l'équilibre du climat. Donc le contour de l'équation pour les agriculteurs du monde, mais aussi pour nous, parce qu'on est vraiment dans la même barque, c'est nourrir 9 à 10 milliards d'habitants en 2050, avec un effet du dérèglement climatique qu'on observe déjà aujourd'hui. Des chercheurs d'INRAE ont montré que depuis les années 2000, le progrès génétique et qui est conduit, y compris dans le périmètre de Paris-Saclay, à l'occasion de saluer nos collègues qui sont à la fois INRAE, AgroParisTech, CNRS, universités qui travaillent sur les plantes. Depuis longtemps, on sait que chaque année, on gagne un petit peu du progrès génétique, mais on ne le constate plus dans les champs, notamment en grande partie lié à l'effet du climat. Donc on a cette équation à solutionner avec en plus un paramètre, parce qu'on ne parle que de l'équation alimentaire, mais qui est l'effet de la décarbonation. Et quand on se projette dans une économie sans pétrole ou avec moins de pétrole, la décarbonation, c'est un terme un peu excessif. On aura toujours besoin de carbone, évidemment, pour l'énergie, pour les matériaux, et on va avoir besoin de carbone renouvelable. Le carbone renouvelable, c'est celui de l'agriculture et de la forêt. Est-ce que l'équation est possible ? Alors, c'est ça. En fait, au final, la question, c'est mais est-ce que tout ça est possible ? On est aujourd'hui à peu près à 7 milliards avec, malheureusement, 20 à 30% de la population qui ne mange pas assez dans le monde, malgré le triplement de l'offre alimentaire qu'on a réussi, que les agriculteurs du monde ont réussi à faire dans les années 50-2000. On sait qu'on n'a pas fait beaucoup reculer la faim et qu'elle est même un petit peu repartie dans beaucoup de pays du monde. Donc, est-ce que c'est possible de nourrir plus de monde avec un climat plus compliqué, des terres qui sont en tension ? C'est vraiment un challenge. Donc, ce sur quoi travaillent les chercheurs, pas que d'INRAE, on coopère avec des grands organismes de recherche dans le monde entier. En Amérique, en Asie, aussi en Afrique, on a des partenariats. C'est des combinaisons de leviers. Donc, il faut qu'on réussisse une transition agroécologique qui se traduise par au moins autant de production, voire plus,
avec moins d'intrants issus de la pétrochimie, on va contribuer aussi à la décarbonation de l'agriculture, moins d'engrais minéraux, moins de produits phytosanitaires. Bon, c'est possible d'avoir dans nos unités expérimentales, ce qu'on met en avant, ce qu'on présente au Salon de l'agriculture, ou dans les unités, les fermes pilotes des instituts techniques, on arrive à des niveaux de performance qui sont assez élevés. Après, il faut réussir à le transférer sur l'ensemble des filières agricoles. C'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que, et ça on a du mal parfois à le faire comprendre, c'est qu'on ne pourra pas réussir la transition agroécologique si on ne fait pas bouger les systèmes alimentaires. On ne peut pas dire aux agriculteurs, diversifiez vos rotations, mettez plus de légumineuses, ça va permettre de capter de l'azote et de substituer en partie aux engrais minéraux, s'ils n'ont pas de débouchés pour les légumineuses. Donc dans certains cas, ils vont en avoir, quand ils sont en agriculture, en polyculture et en élevage, mais le plus souvent, ils n'en auront pas. Donc en même temps qu'on prépare les transitions agroécologiques, qu'on favorise et qu'on encourage la diversification des cultures dans les systèmes agricoles, il faut aussi qu'on pense et qu'on avance sur l'évolution des systèmes alimentaires. Ça complique un peu l'équation. Ça veut dire que nous, citoyens, on est aussi co-responsable de la réussite de la transition agroécologique. C'est aussi parce que les consommateurs vont être à l'écoute, à la fois au soutien des agriculteurs qui s'engagent dans ces transitions, avec un consentement à payer. Un petit peu, c'est difficile parce que l'inflation est là. Il va falloir qu'il y ait à la fois du consentement à payer et qu'on trouve des marchés pour ces produits qui sont ceux de l'agriculture de demain. C'est tout ça qu'on essaye de faire dans nos recherches. On voit que le sujet provoque d'énormes fractures dans la société entre ceux qui refusent les technologies, qui prônent un retour au travail des champs, à une agriculture dite paysanne, naturelle, et ceux qui misent davantage sur la technologie. Pour vous, quand on a préparé cette conférence, vous avez dit, mais tout ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on parle de changement de modèle, ça veut à la fois tout et rien dire. En fait, il n'y a pas de solution unique. Vous me disiez, c'est un ensemble de leviers. Sur les leviers, pour rentrer un petit peu dans les exemples concrets, les leviers sur lesquels nos équipes de recherche travaillent, soit au niveau de la recherche fondamentale, mais aussi recherche appliquée, notamment avec les partenaires, les startups, les entreprises, les instituts techniques. On va travailler sur le levier dit de la génétique. Vous en avez parlé, pour ceux qui étaient là cet après-midi, il y avait une table ronde qui a abordé les questions de l'édition du génome dans la sélection variétale. C'est un levier très intéressant, la génétique. Qui permet d'accélérer finalement la sélection naturelle. Voilà, on montre ça aussi en ce moment au salon. Pour prendre un exemple, les blés pour 2040 ou 2050, c'est des blés qui devront, je l'ai dit, produire au moins autant qu'aujourd'hui, puisqu'on aura besoin de nourrir une population en croissance, qui devront résister aux maladies pour avoir moins besoin de fongicides, par exemple, pour lutter contre la fusariose. C'est des blés qui devront aussi fournir de la biomasse sur la partie végétative dont on aura besoin pour faire de l'énergie ou des matériaux, mais il faut aussi qu'on les pense pour un climat avec plus d'épisodes de sécheresse et même un taux de carbone qui progresse dans l'atmosphère. On va passer en gros de 400 ppm à 600 ppm de carbone. Donc on teste dans nos fermes pilotes ces blés qui sont un peu les blés d'élite de demain dans des conditions de climat qui seront celles de demain. Donc le levier de la génétique est un levier intéressant. Tout seul, il faut le reconnaître, il ne suffira pas. Ça serait l'idéal si on avait, pour toutes les filières végétales, voire pour les races animales, par le levier génétique, on pouvait dire aux agriculteurs, on va te donner la plante qui va te permettre d'être super performant, sans intrants, adapté au changement climatique. Ça sera une partie de la solution, ça ne suffira pas. Deuxième exemple de levier, si on veut réduire l'utilisation des pesticides pour la protection des cultures, sachant qu'avec le dérèglement climatique, on a plutôt une augmentation des bioagresseurs qui se véhiculent à travers le monde, on travaille sur des solutions de biocontrôle, de la lutte biologique. Il y a, pas très loin d'ici, à Versailles, on a des labos qui vont comprendre et analyser comment les insectes s'accouplent, comment ils se nourrissent, comment ils se déplacent. Les insectes auxiliaires Alors, ça peut être des insectes auxiliaires qu'on veut faire venir pour lutter contre des insectes prédateurs, mais ça peut être aussi des insectes qui sont des agresseurs des cultures. Et plutôt que de les tuer avec des insecticides, si on libère des phéromones qui vont les détourner des récoltes ou qui vont empêcher la reproduction, on va avoir une réponse biologique. Donc, deuxième exemple de levier, le biocontrôle. Troisième levier très important, j'en ai un petit peu parlé, l'agronomie. Le fait de pouvoir garder, contrairement à ce qui se passait il y a encore une dizaine d'années,
On veut aller vers des sols qui sont couverts tout au long de l'année. Un couvert végétal pour éviter le labour. Éviter à la fois l'envahissement par des mauvaises herbes et contribuer au stockage de carbone dans le sol. Quand vous gardez un sol couvert, y compris après la récolte de blé ou de colza, en remettant soit des légumineuses, soit des plantes qu'on appelle de service, qui sont des couverts végétaux, ça va permettre de stocker un peu de carbone atmosphérique dans le sol. Donc on contribue à l'atténuation. C'est bon ensuite pour la fertilité du sol. Dans certains cas, c'est des couverts qu'on va récolter pour l'élevage. Donc là, c'est un exemple d'innovation agronomique. D'autres exemples plus étonnants, c'est de mettre plusieurs cultures ensemble. Le blé et le pois, ensemble, peuvent faire bon ménage. Ça peut permettre d'augmenter le rendement global de la parcelle. Après, ça pose des questions compliquées. Comment on gère, comment on récolte successivement un blé, un pois. Donc, c'est jamais très, très simple pour les agriculteurs. Mais on travaille sur ce levier agronomique. Donc, de la génétique, du biocontrôle, de l'agronomie et de la robotique. Et de la robotique et du numérique. Si on veut se passer d'herbicides ou réduire l'utilisation des herbicides, on sait qu'on a des robots sur lesquels on travaille qui peuvent aider les agriculteurs à faire ce travail-là. Sur chacun de ces leviers, on a des équipes spécialisées qui travaillent avec les meilleurs chercheurs de l'INRIA, du CNRS, de l'université, des entreprises, mais aussi, et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant cette année au Salon, avec des agriculteurs, parce qu'il faut que c'est déjà assez compliqué ce que je vous ai énuméré. Donc si on se met dans la peau de l'agriculteur et qu'on lui dit que la solution demain, ça va être une combinaison de leviers, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, dans l'exploitation agricole, on va envisager de changer les cultures, complexifier ou allonger les rotations. Au lieu de faire blé, orge, colza, on va passer à des intercalaires de sarrasin, de moutarde, de protéagineux ou de légumineuses qui vont fixer de l'azote. Donc c'est plus compliqué, il faut connaître ces cultures, il faut avoir ces semences, il faut faire les bons choix. Du biocontrôle, des solutions de lutte biologique à la place, c'est plus compliqué à appliquer qu'un produit phytosanitaire traditionnel. Introduire de la mécanisation différente, c'est des investissements. Mais on travaille sur nos fermes pilotes avec des agriculteurs volontaires pour montrer dans quelles conditions ça serait possible. Est-ce qu'il y a des surcoûts? Qu'est-ce que ça donne en avantage? Et on a aussi des systèmes qui peuvent être des systèmes que vous qualifieriez de plus simples et plus paysans. On travaille aussi sur des cycles de maraîchage où on peut avoir sur des plus petites surfaces des enchaînements de production avec très peu d'intrants et moins d'investissement. On fait attention à ça. On ne veut pas donner l'impression que pour réussir la transition agroécologique, effectivement, on pourrait s'en sortir qu'avec des investissements massifs sur les exploitations. Donc on essaye d'être sobre en carbone, sobre en technologie, avoir plutôt des approches de combinaison là-haut-tech, mais avec beaucoup de recherche. Le modèle que vous nous décrivez, c'est un intensif durable, quoi. C'est ça. En fait, ce qu'avait dit, je ne sais plus quel, je me demande si c'était pas le directeur brésilien de la FAO il y a quelques années. Il faut qu'on passe d'une agriculture au niveau mondial, c'est pas que l'agriculture française évidemment qui est concernée, d'une agriculture qui est intensive en intrants issus de la pétrochimie à une agriculture intensive en savoir. Et c'est pas que le savoir des scientifiques, c'est le savoir des agriculteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, c'est ça qui est intéressant dans nos Living Labs quand on est en recherche participative, c'est qu'il y a des croisements de savoir entre ceux qui viennent du chercheur, agronome, etc., mais aussi avec des pratiques d'agriculteurs qui eux-mêmes testent des nouvelles combinaisons. Est-ce qu'on peut se permettre, et faut-il, arrêter l'élevage? Ah, surtout pas. Enfin bon, après, je ne parle pas là au nom des citoyens qui peuvent avoir, évidemment, chacun leur choix éminemment respectable. On n'arrive pas dans nos scénarios de prospective, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, on verra, mais dans les prospectives qu'on a conduites au niveau international, on n'arrive pas à boucler correctement les cycles biogéochimiques sans élevage. On n'arrive pas à valoriser... Ils apportent de l'engrais organique. Ils apportent de l'engrais organique qui va être utile, et on le sait bien en bio, c'est en bio, ceux qui sont engagés en bio utilisent, alors vous allez me dire, on peut avoir des effluents organiques qui viennent de l'alimentation, qui viennent des villes et des consommateurs, mais il y en a une partie importante qui viennent de l'élevage. Deuxième argument pour maintenir de l'élevage, c'est la valorisation de terres qui ne sont pas propices à la culture. Souvent dans le débat, ce qui est logique, dans la remise en cause de l'élevage au niveau mondial, ce qui est pointé du doigt, c'est une forme d'élevage très intensif, et il y en a,
en Amérique du Nord, comme il y en a en Europe, et il peut y en avoir aussi en France, où on a une utilisation sur des feedlots, par exemple aux États-Unis, l'expression consacrée, où on va du coup consommer beaucoup de culture, beaucoup de soja, beaucoup de maïs pour arriver, en fait, X kilos de culture pour arriver à 1 kilo de viande. Mais quand on est sur des systèmes d'élevage plus extensifs, herbagés, comme on en a en Europe, comme on en a en France, ça change complètement l'analyse. Parce qu'il y a des terres, si le Massif central était déserté demain par nos éleveurs, ou certaines zones qui sont dans les zones intermédiaires, qui ne sont pas très propices aux céréales en Bourgogne, si on arrête l'élevage, eh ben, il n'y aura pas derrière de la plantation de blé. Donc on ne va pas une vraie alternative entre est-ce que je prends de la culture ou de l'élevage. Donc l'analyse de nos experts quand on fait ces scénarios de prospective, c'est qu'il faut qu'on a besoin d'élevage durable pour boucler des scénarios d'agriculture durable. Après, eux aussi, ces élevages aussi doivent faire leur transition. Doivent évoluer. Ils sont challengés sur plein de sujets. Production de gaz à effet de serre, le méthane. Alors là, vous travaillez justement sur l'alimentation des bovins pour réduire, et on peut réduire assez considérablement les émissions de méthane. Oui, donc gros enjeu le méthane pour les élevages, pour les ruminants. Donc on a des recherches à la fois en France avec les éleveurs, avec l'Institut technique de l'élevage, un programme Méthane 2030 qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, mais on a aussi des partenariats avec nos collègues brésiliens, américains, australiens. Les Australiens et les Néo-Zélandais sont très avancés aussi parce que c'est des gros pays d'élevage et donc ils sont engagés dans des voies de décarbonation. Donc on combine le travail sur l'alimentation animale. Il y a des pistes. Alors, il existe déjà des compléments alimentaires qui permettent de réduire l'émission de méthane dans le rumen. L'avantage des ruminants, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'ils vont valoriser ce qu'on appelle la lignocellulose, des herbes qui sont quand même très difficiles à digérer pour les humains. Et donc, à partir de cette lignocellulose, cette biomasse qui n'est pas ingestible par les humains, ils vont faire de la protéine assez élaboré pour ceux qui aiment, j'en fais partie, ça peut faire de la viande, du lait, des fromages, etc. Donc ce travail-là, il est plutôt positif. L'inconvénient, c'est la production de méthane. C'est dans ce fermenteur, dans ce rumen. Donc il y a des chercheurs ont montré qu'en mettant certains additifs ou en travaillant, nous on ne travaille pas sur l'additivation chimique, par contre on essaye de comprendre le microbiote de la vache et comment certaines bactéries ou certains micro-organismes pourraient réduire la production de méthane. L'utilisation d'algues rouges est testée par un certain nombre de laboratoires qui permettent de réduire de 20 à 30% le méthane. Sur la sélection des animaux, jusque-là, elle n'a jamais pris en compte, et on ne peut pas leur en vouloir, le caractère méthane. Donc toute la sélection de nos bovins, qu'ils soient en viande ou en lait, ils ont été faits sur des critères de prolificité, de production de lait, de production de viande. Nous, ce qu'on est en train de faire avec nos chercheurs, y compris de Jouy-en-Josas, qui sont représentés dans la salle, et puis d'autres à Toulouse et ailleurs, c'est de trouver des index, des paramètres qui permettent de sélectionner aussi des descendances et des croisements sur les critères de réduction de méthane. Donc ça, c'est potentiellement 15 à 20% de réduction aussi. Donc est-ce que ça sera additionnable? On ne le sait pas encore. Les moins 30 et les moins 20 ne vont pas promettre qu'on va faire moins 50% comme ça. Mais en tous les cas, c'est encourageant. Et du coup, le challenge pour nous, enfin la recherche publique, la recherche aux côtés des éleveurs qui sont quand même un peu en situation de crise, on le voit en ce moment, ils sont beaucoup aussi sur les lieux de manifestation parce qu'ils ont des niveaux de revenus qui sont faibles. C'est d'essayer de trouver des chemins de transition. Est-ce que demain, on va probablement les uns et les autres consommer, certains n'en consommeront pas du tout, mais en moyenne, on va consommer moins de viande dans la semaine, mais si c'est de la viande française élevée sur des systèmes durables, herbagés, plutôt que de la viande importée des feedlots américains, voire brésiliens, même si nos amis brésiliens font aussi leur chemin, il ne faut pas les condamner a priori, eux aussi ils font de la transition, alors on peut imaginer avoir des scénarios où on redonne du revenu aux éleveurs et on a une nutrition équilibrée entre les protéines végétales, les protéines animales. Ça me permet de reboucler une partie de l'équation du début, parce que quand vous m'avez dit, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on va arriver à nourrir la planète? Si on a 9 milliards d'habitants qui mangent autant de viande que les Nord-Américains, c'est sûr que non. Ça, on n'y arrive pas, même avec les progrès de la recherche d'INRAE et de nos homologues. Donc il faudrait qu'au niveau global, en tenant compte
des approches culturelles. L'alimentation est évidemment très culturelle, parfois religieuse. Donc on ne va pas imposer un régime alimentaire à toutes les populations du monde, mais si globalement on va vers un équilibre entre les protéines végétales et les protéines, ça va nous aider à boucler l'équation alimentaire de la planète. Je vois que l'heure file, mais je voulais quand même vous poser cette question avant de laisser quelques questions à la salle. La souveraineté alimentaire, et on l'a vu particulièrement depuis que la guerre a éclaté en Ukraine depuis 2 ans, est aussi un enjeu géopolitique. La France peut continuer à nourrir d'autres pays, elle le fait. Est-ce qu'elle devra continuer à le faire ? Alors, la souveraineté alimentaire, c'est un sujet on a l'impression que c'est sorti juste après le Covid ou juste après la guerre. C'est vrai que ça le rend très prégnant. En fait, c'est un sujet qu'on a déjà eu en discussion dans les cénacles de l'agriculture mondiale au moment des accords du GATT, il y a longtemps. Pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça. C'est quand l'agriculture est rentrée dans la discussion de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a toute une série de pays qui ont eu peur, et ils avaient des raisons, de se dire mais est-ce qu'on va avoir une forme de mondialisation des échanges agricoles au risque que les pays dits les plus compétitifs, qui parfois aussi aident beaucoup leur agriculture, c'est le cas de l'Europe, des États-Unis, etc., vont avoir une forme de monopole. Et quelle serait la liberté de ces nations demain Donc c'était un débat plutôt porté par les pays du Sud à la FAO à Rome. Mais là, je parle la question de la souveraineté. Qui n'ont pas les terres. Et on a pensé après qu'on était sorti de ce problème parce que l'OMC s'est arrêté, enfin, pour toute une série de raisons, et le sujet revient. On l'a vu avec les émeutes de la faim en 2008-2009, il revient quand il y a des crises climatiques, il revient quand il y a des crises géopolitiques. Donc pour la France et pour l'Europe, moi personnellement, c'est un sujet très politique, mais chacun peut avoir sa vision. Je pense que c'est normal et légitime de penser au niveau des blocs géographiques solidaires de pouvoir assurer une souveraineté. Donc pour la France, on est souverain très largement autosuffisant sur toute une série de filières. Ce n'est pas le cas de toutes. On sait qu'on est dépendant sur les fruits et légumes. Une partie de nos imports viennent d'Europe, et donc on peut considérer qu'on reste dans une souveraineté européenne. On est dépendant sur les protéines végétales. On importe encore massivement du soja d'Amérique latine pour nourrir nos troupeaux, alors qu'on pourrait développer et qu'il faut développer des filières plus françaises et plus européennes. Donc je pense que l'objectif de souveraineté alimentaire, il est légitime. Il faut le penser autant que possible à l'échelle française, mais aussi beaucoup à l'échelle européenne. Ce sera peut-être un sujet des prochaines élections. Et puis, il faut avoir une souveraineté, pour moi, ça a du sens, que si la souveraineté, elle est à la fois durable et solidaire. Durable, c'est-à-dire que si on construit des objectifs de souveraineté, mais que dans 5 à 10 ans, on n'est pas adapté au changement climatique, ou qu'on n'a pas avancé sur la transition, on se retrouvera dans une position fragile. Donc il faut essayer d'obtenir ça, de ne pas opposer la souveraineté alimentaire à l'objectif de la transition agroécologique. Il faut essayer de le faire ensemble. Et puis solidaire, parce qu'il y a des pays, chaque pays a droit à sa souveraineté, mais on sait qu'au Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays d'Afrique, dans nos perspectives les plus optimistes, ils n'auront pas, avec la croissance démographique, ça va être très difficile de l'atteindre. Donc il faudra qu'on soit aussi un partenaire de ces pays dans des conditions qui ne déséquilibrent pas leur agriculture. C'est ça qui est compliqué. Il faut qu'ils développent leur filière agricole en priorité, mais qu'on puisse faire de la solidarité aussi avec de l'apport de matières premières. Bah merci. Je ne sais pas si on a le temps de prendre Malheureusement, deux questions on n'aura pas le temps. Je pense que ça va être trop court. Alors, je m'excuse auprès de l'assistance parce que j'étais trop prolixe. Si c'est pas possible en salle, moi évidemment je veux bien en prendre après. Eh ben merci à vous. Pour me rattraper. Merci à vous. Beaucoup Philippe Mauguin. C'est l'apanage des gens passionnés. Merci d'être venu. Merci de nous avoir nourris, c'est le cas de le dire, de vos réflexions. Nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Paris Saclay Summit après une courte pause. À tout de suite.